Lorsque la fièvre de ma fille a atteint 40 degrés Celsius, ma belle-mère m'a ordonné de rester pour cuisiner pour ses invités au lieu de l'emmener aux urgences. Donne-lui un médicament et arrête de faire honte à cette famille, a-t-elle cinglé. Devant mon refus, mon mari m'a giflé si violemment que ma lèvre s'est fendue. Comment oses-tu répondre à ma mère alors que tu vis sous notre toit? Notre toit? J'ai failli lui rire au nez. Il n'avait aucune idée que l'hôtel particulier dans lequel il se tournait et les 25 000 € qu'il en retirait chaque mois m'appartenaient. J'ai pris ma fille dans mes bras, j'ai franchi la porte d'entrée et j'ai passé un unique coup de téléphone qui a anéanti son monde entier. Je m'appelle Clara, il y a 3 ans, je vous aurais dit que j'avais une vie idéale, une maison magnifique, un mari brillant et une petite fille qui disait que j'étais sa meilleure amie. Ce que je ne disais pas, ce que presque personne ne savait, c'est que j'avais bâti chaque aspect de cette existence de mes propres mains, bien avant que Maxence ne me passe la bague au doigt. Cette nuit-là a commencé par un bruit qu'aucune mère ne souhaite jamais entendre. Ma fille Léa, âgée de 4 ans, respirait d'une manière saccadée et sifflante derrière la porte de sa chambre. Je l'ai trouvée blottie sous une couverture humide, ses joues d'un rouge vif inquiétant, son petit corps tremblant malgré la chaleur étouffante qui se dégageait de sa peau. Le thermomètre affichait 40 degrés Celsius. Ses lèvres étaient sèches et gercées, et lorsque j'ai essayé de lui faire boire un peu d'eau, elle a eu du mal à avaler. Maman, a-t-elle chuchoté, parvenant à peine à garder les yeux ouverts, je suis si fatiguée. Un frisson glacé m'a traversé la poitrine. Je l'ai enveloppée dans une couverture, j'ai attrapé son carnet de santé et son sac, et je me suis dirigée rapidement vers la sortie. En bas, j'entendais la musique, les rires et le tintement des flûtes de champagne. Ma belle-mère, Béatrice, avait passé 3 semaines à organiser ce dîner mondain pour près de 50 invités. Peu m'importait. Ma fille devait aller aux urgences, et rien d'autre dans cette maison n'avait de valeur. Je suis parvenue jusqu'au grand vestibule de marbre, avant que Béatrice ne se dresse sur mon chemin. Vêtue d'une robe en soie couleur lit de vin, elle ajustait un collier de perles autour de son cou comme si le reste de l'univers pouvait attendre. Elle n'a pas accordé un seul regard à Léa. Où penses-tu aller exactement, a-t-elle demandé d'une voix sèche et monocorde. Nos invités arrivent dans 20 minutes. Tu es censé superviser le personnel en cuisine. Ce n'est qu'un peu de fièvre, Clara. Donne-lui un Doliprane et arrête d'embarrasser cette famille devant des personnes d'importance. Pousse-toi, Béatrice, ai-je dit. Ma fille a besoin d'un médecin. C'est à ce moment-là que la porte du bureau s'est ouverte et que mon mari en est sorti, ajustant ses boutons de manchette comme s'il s'apprêtait à poser pour un magazine plutôt que de se tenir à 1 mètre de son enfant malade. Il nous a regardés, non pas avec inquiétude, mais avec irritation. Clara, arrête de faire du cinéma, a dit Maxence en soupirant, comme si je venais de gâcher sa soirée. Donne-lui le sirop qui est dans son sac et descends. Mon oncle amène 3 investisseurs ce soir. Arrête d'être aussi égoïste. Égoïste. Je me tenais là, serrant contre moi notre fille brûlante de fièvre et tremblante, et mon propre mari me traitait d'égoïste. J'ai balayé des yeux ce hall d'entrée, le marbre d'importation sous nos pieds, le lustre en cristal. Au-dessus de nos têtes, les œuvres d'art au mur que j'avais personnellement choisies et payées, et j'ai compris une chose avec une clarté absolue. Ces 2 personnes étaient prêtes à jouer avec la vie de ma fille simplement pour préserver les apparences devant des inconnus. Laissez-moi passer, ai-je dit, en avançant d'un pas. Le visage de Maxence s'est décomposé. Sans le moindre avertissement, il s'est jeté, non pas vers sa fille, mais vers moi.
Son revers de main m'a frappé au visage avec une telle violence que j'ai buté contre le mur, ma lèvre se fendant contre mes propres dents. J'ai resserré l'étreinte autour de Léa pour ne pas la laisser tomber, et j'ai senti le goût du sang envahir ma bouche. Béatrice a observé la scène avec une expression proche de la satisfaction. Maxence a pointé un doigt tremblant vers moi. Comment oses-tu répondre à ma mère dans notre maison? Si tu passes cette porte, tu pars sans rien. Pas un sou, pas de maison, et tu n'auras pas la garde de cette petite. Il était sincèrement convaincu que j'étais une femme sans ressources qui dépendait de son salaire. Il s'attendait à des larmes, à des excuses, à une capitulation. Au lieu de cela, un grand calme s'est installé en moi. La part de moi qui avait passé des années à essayer de préserver la paix familiale est morte à cet instant précis dans ce vestibule. Je n'ai pas pleuré. J'ai essuyé le sang de ma lèvre du revers de la main. J'ai senti la panique s'évaporer pour laisser place à une résolution plus froide et plus solide que tout ce que j'avais pu ressentir auparavant. J'ai même esquissé un sourire. Cela a dû le déstabiliser, car Maxence a fait un léger pas en arrière. Notre maison, Maxence, ai-je demandé calmement. Parlons-en. Pour comprendre pourquoi cette phrase a fait blêmir Maxence, il faut comprendre qui j'étais avant de devenir son épouse aux yeux de sa famille. J'ai grandi dans la précarité. Ma mère m'a élevée seule après le départ de mon père, cumulant deux emplois uniquement pour que notre petit appartement de banlieue soit chauffé durant l'hiver. Je m'étais promis de ne jamais dépendre de quiconque pour m'en sortir. Dès mes 19 ans, je travaillais dans la vente la journée et je suivais des cours de finance en ligne le soir. À 23 ans, j'avais économisé suffisamment pour réaliser mon premier petit investissement dans un duplex délabré dont personne ne voulait. Je l'ai rénové moi-même, j'ai loué les deux logements et j'ai utilisé ces revenus pour acquérir un deuxième bien, puis un troisième. À 28 ans, je possédais un portefeuille immobilier particulièrement rentable, géré par une société holding que j'avais discrètement créée et nommée d'après ma grand-mère Louise, la seule personne qui ait toujours cru en moi. Je n'en parlais jamais lors des soirées. Je continuais simplement à bâtir ma vie, comme le font ceux qui ont compris que la sécurité ne s'obtient que par soi-même. J'ai rencontré Maxence lors d'un gala de bienfaisance. Il était charmant, de cette manière étudiée propre aux personnes éduquées pour séduire. Un nom de famille prestigieux, de belles manières et une mère qui avait passé toute son enfance à lui répéter qu'il était destiné à un avenir grandiose. Ce qu'il n'avait pas, et ce que sa famille avait discrètement dilapidé sur 2 générations, c'était de l'argent. Leur nom ouvrait encore des portes, mais derrière ces portes, les comptes étaient presque vides. Le défunt mari de Béatrice avait laissé plus de dettes que d'actifs, et les propres projets professionnels de Maxence avaient déjà échoué 2 fois avant même notre rencontre. Je suis pourtant tombée amoureuse de lui. J'ai succombé à l'image qu'il me renvoyait durant ses premières années, attentionné, chaleureux et toujours plein de compliments. Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai acheté l'hôtel particulier dans lequel nous vivions, d'une valeur de 15 millions d'euros. Entièrement financé par ma société holding, et je l'ai enregistré exclusivement à mon nom. Ce n'était pas par manque de confiance envers Maxence, mais parce que j'avais appris très jeune à ne jamais bâtir ma sécurité sur les fondations d'un autre. Je me disais que c'était simplement de la prudence. Avec le recul, une partie de moi, silencieuse et protectrice, pressentait déjà ce que je serais un jour amené à fuir. J'avais également mis en place une rente mensuelle issue des bénéfices de ma société. Ces 25 000 € par mois étaient censés couvrir l'entretien de l'hôtel particulier,
les salaires des employés de maison et donner à Maxence une marge de manœuvre pendant qu'il tentait, sans grand succès, de relancer sa carrière. Avec le temps, cette somme est devenue le moyen de financer les réceptions de Béatrice, les costumes sur mesure de Maxence et l'illusion d'une famille de la haute société qui n'avait en réalité jamais retrouvé sa fortune passée. Ils vivaient comme des rois dans une demeure qui ne leur appartenait pas, entretenue par une rente qu'ils ne gagnaient pas. Et, chemin faisant, ils avaient fini par se convaincre que tout cela leur revenait de droit. Je me persuadais que je faisais cela pour Léa, afin qu'elle grandisse dans un foyer stable avec ses 2 parents. Je ne comprenais pas encore qu'une stabilité bâtie sur la cruauté d'autrui n'en est pas une. Debout dans ce vestibule de marbre, le sang à la bouche et ma fille brûlante de fièvre dans les bras, j'ai enfin prononcé les mots que j'avais tus pendant des années. Cette maison est à mon nom, Maxence. Chaque acte notarié, chaque mensualité de crédit, chaque rénovation, tout est à moi. La société qui paie le traiteur de ta mère, ton tailleur et la cave à vin qu'elle vient de faire installer m'appartient aussi. Tu n'as jamais déboursé le moindre centime pour quoi que ce soit ici. Le sang a quitté son visage si rapidement que j'aurais presque pu éprouver de la pitié pour lui. Presque. Béatrice a laissé échapper un petit rire incrédule. C'est absurde. Maxence. Dis-lui que c'est absurde. Mais Maxence ne riait pas. Il me dévisageait comme s'il me voyait réellement pour la première fois en 5 ans. Je n'ai pas attendu qu'ils se reprennent. Je suis passé devant eux et j'ai franchi la porte d'entrée pour sortir dans la fraîcheur de la nuit, Léa toujours frissonnante contre ma poitrine. J'ai conduit directement jusqu'aux urgences pédiatriques. Léa souffrait de déshydratation et les médecins l'ont gardée en observation pendant plusieurs heures, la mettant sous perfusion pour la réhydrater et surveillant tout signe de convulsion fébrile, avant que sa température ne commence enfin à baisser. Elle s'est endormie en me tenant la main, ses petits doigts serrés autour des miens, et je me suis assise au chevet de son lit d'hôpital pour m'accorder enfin 3 minutes de relâchement et de tremblement. C'est alors que j'ai passé cet appel. J'ai appelé Maître Vigneault, l'avocat qui gérait les affaires juridiques de mon entreprise depuis près d'une décennie. Un homme méticuleux et rigoureux qui avait rédigé chaque contrat, chaque titre de propriété et chaque document d'entreprise lié à ma société holding. Maître Vigneault, c'est Clara, ai-je dit, d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je veux que vous lanciez la procédure dès ce soir. Une séparation complète. Et je veux un audit complet de chaque compte lié à la société, avec effet immédiat. Donnez-moi l'ordre, a-t-il simplement répondu, et les démarches sont lancées. Maître Vigneault a agi rapidement. En moins de 48 heures, la demande officielle de divorce a été déposée, accompagnée d'une demande d'ordonnance de protection s'appuyant sur le certificat médical des urgences attestant de ma blessure à la lèvre. Cependant, c'est une découverte faite par l'avocat 3 jours plus tard, dissimulée dans les comptes de l'audit, qui a transformé cette séparation en un véritable règlement de compte. 6 semaines plus tôt, quelqu'un avait contacté l'agent d'enregistrement de ma société pour demander une copie des statuts de la holding, les documents juridiques qui établissaient clairement qui possédait quoi. La demande émanait d'un petit cabinet d'avocats que Maître Vigneault ne connaissait pas. En remontant la piste, il a découvert que les honoraires de conseil avaient été réglés par Béatrice. Elle ne s'était pas contentée d'organiser un dîner mondain ce soir-là. Elle avait discrètement préparé un dossier avec son propre avocat pour soutenir que, sous prétexte que Maxence vivait dans cette maison depuis 5 ans et qu'il avait apporté son nom et son statut social au développement de mon entreprise, il avait un droit de créance sur ses biens. C'était une tentative juridiquement très fragile, ne reposant sur presque rien,
mais Maître Vigneault a trouvé un autre élément dans ce dossier qui m'a soulevé le cœur. Un projet de document non déposé qui comportait une fausse signature imitant la mienne sur une demande d'ajout de Maxence en tant que cotitulaire du compte d'exploitation principale de ma société. Ce n'était pas ma signature. Heureusement, ce document n'avait jamais été validé car le protocole de vérification de la banque l'avait signalé et rejeté discrètement quelques mois auparavant, sans m'en avertir à l'époque. Béatrice avait tenté d'aider son fils à s'approprier des biens qui ne lui appartenaient pas. Et lorsque cette tentative discrète par les voies officielles a échoué, elle a décidé que le moyen le plus rapide consistait à me rendre la vie si insupportable que je finirais par céder de mon plein gré, ou à me pousser à commettre une erreur sous le coup de la colère qu'elle pourrait utiliser contre moi. L'ultimatum du dîner mondain, la pression constante, et même cet affrontement dans le hall, je suis aujourd'hui convaincu que rien de tout cela n'avait de rapport avec la fièvre de Léa. Tout était une question de contrôle. Lorsque Maître Vigneault m'a exposé les faits dans son cabinet, je n'ai pas éprouvé de peur. J'ai ressenti un sentiment de lucidité absolue. Ce n'était pas simplement des conjoints qui testaient les limites d'une union, mais des personnes qui rôdaient autour de ma vie depuis des années, guettant la moindre faille. J'ai donné une seule consigne à mon avocat, engager toutes les poursuites autorisées par la loi et ne rien leur épargner. Maxence m'a appelé 11 fois au cours de la première semaine. J'ai laissé chaque appel se diriger vers la messagerie. Au 12e, j'ai fini par décrocher, principalement parce que Maître Vigneault m'avait conseillé d'établir un historique de communication indiscutable. Clara, je t'en prie, a dit Maxence d'une voix brisée que je ne lui avais jamais connue. On peut s'arranger. Ma mère est allée trop loin, je le sais. Mais tu ne peux pas tout me retirer. Où suis-je censé vivre? Tu aurais dû y penser, ai-je répondu calmement, avant de décider que la fièvre de notre fille importait moins que les investisseurs de ton oncle, et avant de laisser ta mère chercher un avocat pour s'emparer de mon entreprise. Un temps de silence s'est installé au bout du fil. Je pense qu'il ignorait que j'avais découvert ce dossier. Les avocats qu'il avait engagés à la hâte ont rapidement réalisé qu'il n'y avait presque aucune base légale pour contester quoi que ce soit. Mon avocat a confirmé que la quasi-totalité des actifs importants l'hôtel particulier, la société holding, les comptes d'investissement étaient protégés sous le régime de biens propres depuis l'origine, détenus exclusivement à mon nom sans aucune confusion de patrimoine. La tentative de falsification de signature, une fois signalée au tribunal, a immédiatement mis fin à toute argumentation de la défense de Maxence concernant une prétendue possession implicite. En l'espace de quelques semaines, l'hôtel particulier a été officiellement mis en vente par l'intermédiaire de ma société, et Maxence ainsi que Béatrice ont reçu une mise en demeure de libérer les lieux. Béatrice s'est présentée à l'improviste au cabinet de Maître Vigneault, exigeant de me parler de vive voix. J'ai consenti à un unique entretien. Tu ferais vraiment subir cela à ton propre mari, a-t-elle demandé, la voix tremblante de colère. Jeter une vieille femme à la rue. Vous avez laissé une enfant de 4 ans malade sous une couverture en ordonnant à sa mère d'aller servir des amuse-bouches, ai-je répliqué d'un ton mesuré. Et vous avez ensuite tenté de contrefaire ma signature pour vous approprier ma société. Je me contente d'éloigner ma fille et moi-même d'une famille capable de tels actes. Elle n'a trouvé aucun argument à y opposer. Lors de la première audience pour la garde de l'enfant devant le juge des affaires familiales, le magistrat a examiné les comptes rendus des urgences, attestant du déroulement chronologique de cette nuit-là. Les photographies de ma lèvre fendue que Maître Vigneault m'avait conseillé de prendre avant de quitter les lieux, ainsi que les SMS de Béatrice récupérés au cours de la procédure d'instruction.
dans lesquelles elle ordonnait au personnel de maison de garder l'enfant à l'étage et de veiller à ce qu'elle ne fasse aucun bruit pendant la réception. Le juge m'a accordé la garde principale à titre provisoire, en attendant le jugement définitif prévu quelques mois plus tard, et a ordonné que les droits de visite de Maxence s'exercent exclusivement sous la surveillance d'un tiers dans l'intervalle. 6 mois plus tard, l'hôtel particulier s'est vendu pour un montant légèrement supérieur au prix demandé. Maxence s'est installé dans un modeste 2 pièces à l'autre bout de la ville. Béatrice, privée du prestige de la demeure de son fils et sans la rente pour soutenir son train de vie, est partie vivre chez un cousin éloigné à l'autre bout du pays. J'ai appris indirectement qu'elle affirme toujours à qui veut l'entendre que sa belle-fille lui a tout volé. Elle n'évoque jamais ce qui est arrivé à Léa cette nuit-là, ni le dossier que Maître Vigneault a mis au jour. J'ai consacré une partie du produit de la vente à l'achat d'un logement plus modeste pour Léa et moi. Rien de démesuré, mais un lieu chaleureux, paisible et entièrement à nous. Plus de hall d'entrée en marbre. Plus de réception mondaine où l'on attendait de moi que je m'efface. Juste une cuisine où je prépare des repas par simple plaisir, et un salon où Léa assemble ses puzzles sur le sol pendant que je travaille à côté d'elle. Elle est en bonne santé aujourd'hui, elle s'épanouit pleinement. Il lui arrive encore de parler de cette nuit passée à l'hôpital, avec la simplicité détachée par laquelle les jeunes enfants assimilent les événements effrayants, et chaque fois qu'elle le fait, je lui rappelle que je la choisirai toujours sans la moindre hésitation, au détriment du confort ou de la réputation de n'importe qui d'autre. J'ai continué à développer mon entreprise, qui a prospéré depuis que le divorce a été prononcé, non pas malgré les épreuves passées, mais presque grâce à elle. J'ai cessé de consacrer mon énergie à tenter de satisfaire les attentes des autres pour l'investir dans ce que je savais faire de mieux. La procédure de garde s'est définitivement close 1 an plus tard, confirmant les mesures initiales. La garde principale m'a été fermement attribuée, et les visites de Maxence sont restées limitées à des rencontres médiatisées ou surveillées. Il se montre aujourd'hui bien plus régulier dans ses visites qu'il ne l'était lorsque Léa vivait sous son propre toit. Je ne regrette aucun des choix que j'ai faits en quittant cette maison. S'il y a une chose que je regrette, c'est peut-être qu'il ait fallu une fièvre à 40 degrés Celsius, une lèvre fendue et une signature imitée pour que je réalise pleinement ce que je avais déjà construit par moi-même bien des années avant d'en avoir réellement besoin. Alors, voici la question que j'aimerais vous poser, car j'y pense souvent, si les murs qui vous entourent n'avaient jamais vraiment appartenu à ceux qui prétendent les posséder, si le toit sur votre tête, l'argent sur les comptes et toute cette vie pour laquelle on vous demandait d'être reconnaissante était en réalité les vôtres depuis le début, combien de temps garderiez-vous le silence avant d'oser enfin le dire à haute voix?